Coup de tonnerre géopolitique, Donald Trump s'est emparé du Venezuela. Alors j'arrive après la bataille, tout le monde s'est déjà exprimé sur le sujet, mais je vous propose de faire un exercice de voyeurisme spirituel. Alors qu'est-ce que c'est ça? Bon, comme vous le savez, je suis maximaliste de la spiritualité, c'est-à-dire j'estime qu'on peut l'appliquer à toutes les situations, à tous les domaines. Et en l'occurrence, je vous propose de regarder ce que personne n'a regardé, c'est-à-dire notre regard. Comment, collectivement, nous avons posé un regard sur cette situation, ou quel regard nous avons posé sur cette situation, ce que nous n'avons pas vu. Évidemment, je vous parlerai aussi du regard que moi je pose là-dessus. Donc Internet, c'est rempli de mèmes, dans tous les sens, bon, certains sont assez drôles, comme celui-ci. Bon, on passe au Canada, père. Mais ce qui frappe, alors ici on a une vidéo envoyée par Donald Trump, qui se moque de Maduro, qui lui dit tu m'as dit, si, viens me chercher, et donc il lui répond ça, après coup. Du coup, défi accepté. Donc ce qui frappe déjà dans cette situation, c'est l'immédiateté, en fait. Donald Trump a vu l'action en direct depuis la War Room aux États-Unis. Toute la planète est quasiment tenue au courant presque en temps réel sur ce qui se passe. On a des images directement de l'opération elle-même, et en plus tout ça est allé très vite. Plus les réactions mondiales, je vais en dire deux mots, mais on a ceux qui se réjouissent, souvent à droite, de la chute d'un dictateur, ou de la puissance des États-Unis, notamment les Américains. À gauche, c'est plutôt la condamnation. Bizarrement, le fait que ce soit un dictateur qui martyrise son peuple, ça les dérange pas trop, hein. Et surtout, les premiers concernés, ce sont les Vénézuéliens. Donc, scène de liesse, en tout cas beaucoup de réjouissements du côté des réfugiés, en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont fui le Venezuela à cause de la dictature de Maduro. On parle d'environ 8 millions de personnes. Et sur place, d'après les informations que j'ai pu recueillir, c'est un peu la stupeur. Donc, il y a pas mal de partisans de Maduro et pas mal de détracteurs. Et j'ai l'impression qu'ils se regardent un peu un chien de faïence. Alors la première chose que je vois, en fait, c'est, à propos de mon propre regard sur cette situation, c'est que nous sommes inondés d'informations et que finalement, c'est difficile de savoir exactement ce qu'il se passe, en vrai. La deuxième étape qui arrive, ce sont très rapidement derrière les analystes. Les analystes qui nous disent ce qui se passe, les enjeux qui sont cachés. Alors là, en l'occurrence, c'est pas très compliqué, mais je vais vous donner un petit scoop que j'ai pas entendu ailleurs, parce que je me suis beaucoup intéressé à la question du pétrole à une époque. Ce qu'il faut savoir dans cette histoire, c'est que les Vénézuéliens ont la première réserve de pétrole du monde, ça c'est ok, c'est un fait, mais c'est pas tout. Le pétrole du Venezuela est un pétrole lourd. C'est pas de très bonne qualité. Mais en fait, le pétrole américain est un pétrole léger, qui n'est pas non plus de super bonne qualité. Et en fait, le mélange des deux donne à peu près la bonne qualité de pétrole. Donc, du point de vue des Américains, de mettre la main sur ces réserves, qui sont en plus proches aux États, en Amérique, évidemment que ça a un intérêt stratégique. Et là, je pense, donc je donne mon avis, mais je pense qu'on peut parler de coup de maître de la part de Donald Trump. Non seulement il récupère des réserves de pétrole, en plus, il le fait avec un prétexte, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais de lutter contre la drogue. Et vous voyez ce graphique, aux États-Unis, c'est un vrai problème. Il y a beaucoup de narcotrafic et beaucoup de décès par overdose. J'ai noté ce post aussi. L'une des choses les plus étonnantes, c'est que Trump a annexé le Venezuela et s'est même pas emmerdé à fabriquer le consentement. Il a juste fait, il s'est assis sur le droit international et il y est allé, voilà. Mais en plus, il y a des répercussions géopolitiques, bien évidemment. Donc, les États-Unis ont réussi leur opération militaire et à côté, la Russie et son opération militaire qui poursuit des objectifs un peu similaires, quelque part. Mais là, pour le coup, les Américains passent pour des grands maîtres, puisque ils ont fait en 3 heures ce que la Russie n'a pas réussi à faire en 4 ans. Donc forcément, ça joue. Mais en plus, ils ont privé la Russie et la Chine d'un allié stratégique important, en la personne de Maduro. Le Venezuela fournissait pas mal de pétrole à la Chine, d'une part, et d'autre part, maintenant que les États-Unis contrôlent à peu près la moitié du pétrole mondial, des réserves de pétrole mondial, ça va leur donner
la main haute pour contrôler le prix du pétrole, et donc affaiblir la Russie, qui s'enrichit beaucoup grâce aux exportations de pétrole. Donc qu'on soit pour ou qu'on soit contre, et j'ai pas encore parlé des répercussions de tout ça, mais je pense qu'on peut parler de coup de maître. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça que je considère la chose. Donc on a vu, en premier, le regard, l'immédiateté, et le fait d'être noyé sous l'information. En deuxième, les analyses. Donc grosso modo, je vous ai fait un petit résumé des analystes, de ce que disent les analystes à droite à gauche. Ensuite, il y a une autre couche du regard qui est porté sur la situation, c'est la couche des spéculations. Alors spéculation, c'est le mot gentil pour ne pas dire les théories de la conspiration, parce que évidemment, il y en a eu plein. Bon, voilà un tout petit exemple, mais la capture a été trop facile, alors que en fait, non, on n'en sait rien. je dis pas. Toutes ces théories, en fait, ce sont des spéculations, elles sont fondées sur des faits, mais on n'en sait strictement rien, en fait. L'idée, c'est d'être capable ici d'accepter l'incertitude, d'accepter sa propre ignorance. Et certaines personnes ont plus de mal que d'autres. Voilà, c'est une fausse capture, parce qu'il n'y a pas eu de coup de feu, il n'y a pas eu assez de bombes, etc. Donc les théories qu'on voit, c'est un peu toujours les mêmes qui ressortent, ou en tout cas c'est toujours les mêmes réflexes. Donc tout ça c'est faux, ou alors il y a le côté sélectionniste, qui ressort toujours, ou le côté, je suis plus malin que les autres, j'ai vu le détail que vous avez pas vu, en l'occurrence, c'est pas normal qu'il fasse cette tête, il devrait être affligé, ou je ne sais quoi. Bon, et puis il y a les théories de l'accord secret, comme quoi il se serait rendu avant. Mais en fait, tout ça, c'est pour porter certains narratifs. Ou, dans certains cas, l'idée, c'est de dire tout ce qu'on voit est faux. Moi, je sais, je vous explique la vérité cachée. Et en fait, les règles du jeu sont truquées. Et souvent, c'est un discours qui s'adresse, en fait, aux gens qui sont déclassés socialement et qui se disent, ouais, si je réussis pas, c'est parce que les règles du jeu sont truquées. Donc, le discours conspirationniste, souvent, prolifère sur ce terrain-là. Alors attention, je dis pas que les conspirations n'existent pas. C'est les armes de destruction massive en Irak, n'existaient pas. Bon, ça a été prouvé après le coup. Mais c'est le réflexe de voir des conspirations partout. Surtout que là, pour le coup, Trump, je pense que il a été assez clair. Hein. Il vient lutter contre le narcotrafic et récupérer le pétrole. D'ailleurs, on peut pas dire que c'est une théorie de la conspiration. Où est-ce que j'ai ça? Puisque c'est carrément officiel. Donc voilà, il ne s'en cache pas, hein, pour le coup. Là, c'est J.D. Vance qui dit, hein, le président a offert plusieurs voies de sortie, mais il y a donc pour le trafic de drogue, et 2, pour le pétrole volé qui doit retourner aux États-Unis. Alors, le pétrole volé, bon là, il faudrait aller regarder l'histoire du Venezuela, j'avoue, pas aller jusque-là. C'est possible qu'il y ait eu des nationalisations à une époque, c'est possible qu'il y ait eu des coups bas faits par Maduro. En tout cas, voilà, les Américains assument, on y va pour le pétrole. Donc ce qui était avant des théories de la conspiration du genre on va chercher Saddam Hussein, mais en vrai c'est pour le pétrole, cette fois-ci c'est assumé en tout cas. Donc c'est la troisième couche de regard qui est posée sur la situation. Donc le regard immédiat, les réactions à chaud des gens. 2, les analystes qui viennent nous donner un peu plus de factualité sur les tenants et les aboutissants. Ensuite, 3, les spéculations qui sortent de partout. Donc, je vous dis tout ça parce que c'est important de reconnaître aussi les perspectives depuis lesquelles les gens postent. Encore une fois, on est noyé d'informations, donc il faut savoir se repérer un minimum là-dedans. Mais ensuite, ce dont quasiment, en tout cas, moi j'ai pas trouvé. Évidemment, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont fait cette analyse, mais je peux pas surveiller tout ce qui se passe sur le net. Mais en tout cas, je n'ai vu personne parler de ce qu'on ignore sur cette situation. Tout le monde vient en disant ce qu'on sait, mais personne ne parle de ce qu'on ne sait pas. Et moi, la première question que je me suis posée, c'est « Ok, très bien, ils ont retiré le chef des corrompus, mais ils n'ont pas retiré la corruption, pour autant. Donc, est-ce qu'on va se retrouver encore une fois les Américains, est-ce qu'ils vont se retrouver encore une fois dans un bourbier en train d'essayer de mettre en place une démocratie alors qu'il n'y a pas les structures culturelle qu'il faut pour derrière, eh bien ça, c'est personnellement la question qui me préoccupe le plus dans cette histoire, parce que, déjà, je pense que c'est la question que les Vénézuéliens se posent, et derrière les grands coups géopolitiques, il y a des gens qui ont des vies réelles, qui risquent de pâtir de tout ça. Ça peut aussi s'améliorer. Donc, en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que ça va vraiment améliorer la vie des Vénézuéliens? Alors, c'est pas le but de Trump, hein. Lui, il n'est pas président des Vénézuéliens, hein. C'est pas ce que je dis. Mais moi, je m'en préoccupe. Je me demande
quelles seront les véritables conséquences derrière. Et je me poserai la même question si ça arrivait en France. Parce qu'en fait, l'idée, c'est aussi de comprendre, est-ce que le logiciel philosophique, spirituel qui est derrière, c'est-à-dire de dire j'enlève le méchant et je résous le problème, est-ce qu'il fonctionne? Ou est-ce que les problèmes sont beaucoup plus structurels? Ma thèse à moi, c'est que c'est beaucoup plus structurel, et donc ça va pas forcément changer grand-chose sur le long terme. Donc c'est là où j'en arrive au dernier regard à interroger, le mien. Donc là, je vous le fais en direct, mais je vous invite à faire le même exercice. Donc déjà, je développe une vision du monde dans laquelle l'Occident s'éloigne de l'État-nation. Et là, visiblement, ça va carrément à l'inverse de ma vision des choses, puisque les États-Unis, du moins, s'affirment comme une nation, en tout cas sous Trump. Donc pour l'instant, c'est un point d'interrogation, parce que ça ne change pas les autres éléments post-nationaux qui existent, les courants post-nationaux qui existent aux États-Unis, d'une part à gauche et d'autre part la droite libertarienne et technologique. Mais c'est vrai que ce qui se passe aux États-Unis est plutôt l'inverse de ce qui se passe en Europe. Donc peut-être que mon modèle est faux et que c'est pas l'Occident qui est concerné et que ce n'est que l'Europe. Donc pour moi, là, il y a un point d'interrogation qui s'ouvre. Alors c'est pas depuis cette opération-là, mais cette situation me donne l'occasion de réévaluer mon modèle du monde. Ce que je vous invite à faire aussi. L'idée, c'est pas d'avoir un modèle du monde figé qu'on vend et auquel on s'accroche, c'est d'avoir un modèle du monde correct. Et je terminerai en disant que l'idée de regarder les regards qui sont posés sur cette situation, ça sert à améliorer son propre regard. Donc je vous ai dit, il y a l'immédiateté et la surabondance d'informations. Et en même temps, ça sert à prendre conscience de sa propre ignorance. Et donc pour moi, le regard juste, c'est quoi au final? Dans la spiritualité, on nous dit souvent qu'il faut être détaché. Mais je trouve que c'est une équation incomplète. Selon moi, oui, il faut être détaché, il faut être capable de se détacher, mais il faut être aussi capable de s'impliquer. Parce que là, bon, évidemment, je suis loin de cette situation, je ne suis pas concerné directement. Mais la manière dont je conçois en fait, la voie du milieu, ce n'est pas d'être détaché, c'est d'être détaché et impliqué à la fois, de marier les deux polarités. Et donc là, dans cette situation, ma manière d'être impliqué, c'est de regarder mes propres modèles du monde, comment ils sont impactés par ces news-là. Donc voilà ce que c'est pour moi la spiritualité, c'est prendre du recul sur soi-même, être capable de métacognition, de penser sur sa propre pensée, et là je vous ai montré comment on pouvait faire ça. On commence en regardant une chose, puis on regarde comment les autres regardent, puis on regarde comment soi-même on regarde tout ça. Et son propre regard et celui des autres. Voilà, donc je suis Johan, ancien directeur technique, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, et féru de spiritualité. Le projet sur cette chaîne, c'est de réconcilier science, spiritualité, société et santé. Donc cette fois-ci, on a plutôt parlé de spiritualité et société, puisque l'actualité s'y prêtait. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de commenter, liker et partager pour aider la chaîne. Abonne-toi si tu la découvres et que l'approche te plaît. Et si tu veux contribuer ou participer à la chaîne, je suis ouvert aux propositions de sujets, à commenter. De la part des autres créateurs, les critiques constructives m'intéressent. Et si vous n'êtes pas d'accord, plutôt que de me faire des tartines ou des petites piques dans les commentaires, je vous invite à venir débattre avec moi.